Dans cette vidéo, je te propose que l'on étudie les signal forms. Alors, à noter quand même que c'est de l'expérimental, donc si tu mets ça en prod, c'est à tes risques et périls. Certains prennent ça à la légère. Il faut quand même se rappeler que quand les signaux sont sortis, les writable signals n'avaient pas que deux méthodes, set et update. Il y en avait une troisième qui s'appelait mutate. Et d'une mineure à une autre, plus de méthode mutate. Voilà. Donc, c'est possible, ça arrive. Les API changent tant que c'est expérimental, tout peut arriver. La feature elle peut même disparaître, hein. On considère que tant que c'est expérimental, ça peut disparaître. Alors, on peut se dire que, au vu du virage que prend Angular avec les signaux, les signal forms ne vont pas disparaître, mais méfiance sur les API, ça peut changer. On l'a vu avec les ressources, les noms, différents paramètres ont changé, etc. Enfin voilà, tout est possible. Bah, l'idée, ça va être assez simple. J'ai créé un mini formulaire, je l'ai fait en reactive form. Et puis l'idée, ça va être de comparer un petit peu avec les signal forms. Qu'est-ce qui change? Est-ce qu'on y gagne beaucoup en termes de DX? Est-ce qu'on y gagne beaucoup en termes de quantité de code? Quel effort ça demande de passer de l'un à l'autre? Alors, je veux juste relever deux trucs. Ça, je comprends pas pourquoi je suis obligé de faire ça. Si je l'enlève, il râle et il veut absolument me mettre une interface. Alors, pardon, mais pas du tout. Enfin, c'est même pas une question de principe, hein, c'est les types de données, c'est des types et les interfaces, c'est pour des comportements. Donc, comme quoi, tous les style guides ne sont pas là pour nous imposer quoi que ce soit. Moi, c'est quelque chose que je vais disable rapidement, je pense, au niveau des règles ESLint globales. Mais ça m'a un peu étonné au début, j'ai pas compris parce qu'en fait, voilà, si tu enlèves ça et si tu fais là, je viens de faire commande S par exemple, il l'a switché tout seul sans que je lui demande. C'est pas ce que je veux. Je veux vraiment un type. Donc ça, c'est un truc négatif un peu, je trouve. Le deuxième truc, par contre, est ultra positif. J'étais un peu étonné quand j'ai fait mon formulaire au niveau des form control name. Il y a l'autocomplétion dessus. Et j'ai trouvé ça génial et je m'y attendais pas du tout. C'est vrai que ça. Alors, j'ai pas du tout l'impression que ça existait avant, hein. Ou alors je l'ai vraiment raté, mais là je trouve que c'est très fort. C'est très cool en tout cas. Ça permet d'écrire un peu plus vite. Donc voilà, j'ai trouvé ça chouette et voilà, c'est tout au niveau des petites subtilités. Donc un formulaire somme toute très simple, mais l'idée ça va être de comparer un petit peu par rapport au signal form. Donc on a la petite page de doc ici, donc je vais créer un nouveau composant, hop, qu'on va tout simplement appeler signalform.ts. Hop. Donc, c'est un component. Voilà, on va le faire comme ça. Export class signalform. Je mets pas le change detection and push. Voilà, c'est un oubli, mais je sais qu'il faudrait que je le mette, hein, mais voilà, c'est juste pour focus vraiment sur l'essentiel de ce sujet. Alors, pour être très honnête, je vais découvrir le truc en même temps que vous. Voilà, comme ça évite les surprises. Donc globalement, ce qu'on comprend, c'est que on a un type simple et on fait un signal writable de ça. Très bien. Alors, si je prends par rapport à mon reactive form, ça veut dire que je vais avoir un type quelque peu comme cela. J'ai pas copié ça, il va me saouler. Donc là, je vais avoir un contact form. Du coup, je peux retirer toutes ces notions-là. Donc a priori, à ce niveau-là, ça change pas grand-chose à part que le type est un peu plus simple parce qu'il n'y a plus cette notion de form control dessus. Là, on va faire un protected read-only contact, c'est modèle, je crois, qui sont utilisés comme convention. Et ça va être quelque chose comme ça. Donc, bah, il me le propose comme ça, c'est très bien, hein. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc, j'ai le sentiment que on est plutôt pas mal. Et derrière, on doit appeler cette méthode form avec ce modèle de données. Alors, je vais même le mettre en private du coup, tant que j'en ai pas besoin. Ok, et ça, vu que j'imagine que c'est ce que je vais utiliser dans mon template, je vais l'utiliser comme ça.
Voilà. Alors, je vais quand même reprendre mon petit template. Je ne sais pas à quel point ça va changer, mais je vais retirer toutes ces notions de Reactive Form Control. Voilà. On va se mettre au plus simple. Pour l'instant, ça, je ne sais pas non plus comment ça va se mettre. Je vais le mettre à trou pour l'instant. Et je vais l'appeler au niveau de mon app Signal Form. Très bien. Donc là, a priori, visuellement, je devrais avoir deux trucs similaires, tout en sachant que le deuxième n'est pas connecté. Hop, H2 Reactive Form. Voilà. Et ici, Signal Form. Voilà, c'est pas du tout centré, ça me va pas, c'est pas grave. Ok. Non, bon, on va pas s'embêter. Bref, c'est vraiment juste pour visualiser les deux. Très bien. Concentrons-nous sur l'essentiel. Je peux me disperser un petit peu parfois, ça m'arrive. Alors là, j'ai du form module, je sais pas pourquoi. Hop, normalement, j'ai rien besoin. Alors, très bien. Ensuite, là, ce qui me dit, globalement, c'est que je bind directement avec la propriété field. Voilà. Donc là, ça s'importe directement, ok. Et de fait, c'est un form point. J'imagine, hein. Ouais, c'est ça. First name. Ok. Là, je vais faire pareil, un field. Donc form point last name. Finalement, les noms changent, mais ça change pas terriblement grand-chose. On note qu'on n'a rien tout en haut sur le form quand même. C'est directement les champs qui sont liés. Alors, ok. Donc, ce qui veut dire que on peut accéder aux valeurs comme ça avec un point value. Ok. Private read-only values effect. Hmm. Alors, ça veut dire que on doit pouvoir avoir quelque chose comme euh, point. Donc là, c'est là où en fait on a tout, c'est rigolo. Donc c'est un peu first name, c'est un peu comme l'équivalent du form control qu'on avait auparavant. Et là, on a accès à la value, on a accès à différentes informations. Alors, je sais pas ce que c'est que hidden, par exemple. Permet de savoir si un field il est hidden. Ça permet d'ignorer s'il est. Alors, vu qu'il peut être disable aussi, je sais pas quelle est la différence. C'est assez rigolo. Ouais, je suis assez curieux de savoir un petit peu comment ça se gère, tout en sachant que je vois pas de méthode. Je vois pas de méthode pour le disable, donc peut-être que c'est, je sais pas. On creusera ça plus tard si besoin. Toujours est-il que on va faire ça comme ça. Voilà, normalement avec ça on devrait être pas mal. Ok, email, très bien. Ok, donc si je résume ici, alors c'est un signal visiblement. Voilà, tout à fait. C'est même un writable signal de ce que j'ai cru apercevoir. Voilà, donc ça veut dire qu'on peut le lire et l'écrire. Donc ça nous affiche rien. Voilà, first name, last name, email. Donc là on a ça. Je suis désolé, je sais pas ce que c'est cette erreur. C'est pas lié à ce qu'on est en train de faire, mais
Ça apparaît, c'est pas grave. Du coup, si je fais ça apparaît, j'ai Gaëtan. Et si je fais ça, at Yupmail, de fait, j'ai ça. Très bien. Donc c'est plutôt cool, ok. Donc ça, effectivement, c'est ce qu'on a vu, c'est un writable signal, ce qui veut dire qu'on peut aussi écrire dedans. Both of the fields and model signal are updated automatically. Ce qui veut dire que je fasse ça ou ça. Je vais supprimer ces deux lignes pour qu'on se rende un peu mieux compte. Ça doit faire exactement la même chose. Voilà, ça se met à jour automatiquement, les deux. Voilà, c'est ce qui précise ici, hein. Pour dire que voilà, aussi bien le modèle de données de base qui est passé à la méthode form, le modèle et le formulaire sont vraiment liés corps et âme. Les deux sont mis à jour automatiquement. Ok, donc là, du coup, on peut accéder à toutes les données quand on veut, il n'y a pas de problème. Text input, ok, numbers, date and time, enfin, tout s'utilise pareil finalement. Ok. Alors, validation and state, c'est un peu ça qui nous intéresse là. Alors, déjà, on est très content, ils ont réussi à nous mettre un debounce time, donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, ce qui se passe, c'est que on a un login modèle, et si on veut rajouter des validateurs, on a ce qui s'appelle un schéma pass. Donc, finalement, ça va être les clés, j'imagine, de notre formulaire, sur lesquelles on va pouvoir rajouter des méthodes de validation. Donc, si je reprends, ça veut dire que ici, j'ai une seconde méthode qui s'appelle schéma, hors schéma fn. Voilà. Ok. Donc là, je vais avoir un required, par exemple, de schéma.firstName. Du coup, je crois que j'avais mis les trois en required. Je propose de faire ça. Voilà, comme ça on verra. Donc les trois étant required, il y avait un email sur le dernier. Email schéma.email. Très bien. Donc avec ça, on est content. Et de fait, j'imagine que je peux rien faire en fait. Je pensais que je pouvais faire un form.valide moi avec ça. C'est rigolo. Bon, ben nous allons voir après. Ah, on peut spécifier le message directement comme ça. Le message qu'on veut voir associé. Donc ça c'est cool. On va tester sur un et on verra comment ça se passe après. On va faire champ requis pour voir si pour les autres il s'affiche quelque chose ou pas. Donc common validateur. Donc finalement c'est un peu les méthodes qu'on a de base aussi sur le Rectiform, hein. Je j'ai pas le sentiment qu'il y en ait plus ou moins. J'ai l'impression que c'est à peu près pareil. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, Ok, alors je vais rajouter un debounce time. Bah non, je l'ai pas fait pour l'autre. On a dit qu'on essaie de faire pareil. Voilà. Each for piece, tcha. Donc, ok. Donc chaque champ, chaque field a son valide, invalide, touch, pas touch et errors. Donc ce qui permet effectivement d'afficher les messages propres à chaque. Ah oui, on peut afficher toutes les erreurs comme ça, effectivement. Ok, c'est ce que c'est une liste. Très bien, c'est une liste d'erreurs, ok. Ok, ok. Donc là, c'est à nous de vérifier que c'est touch parce que je crois que on n'avait pas. Si, il fallait le faire, pardon. Pareil. Donc en fait, pas de changement là-dessus. Ça veut dire que, alors, si je prends par exemple au hasard cela, euh, on va compléter. Donc là, ça veut dire que si je fais un contact rectiform point
controls.email. Alors là, on faisait par exemple, as error email. Dans ce cas-là, on lui précisait format inattendu. Voilà, on va mettre ça comme ça, inattendu. Hop. Très bien. Donc si je reviens sur ma petite démo, si je fais ça, hop, voilà. L'erreur, c'était format inattendu, donc pas de souci. Pardon. De fait, si je fais la même chose par ici, de ce qu'on comprend, c'est form.email. Alors là, on a un error summary. A signal containing the errors of the field and descendant. OK. Et ça, on imagine que c'est juste la liste des erreurs. Alors là, pour le coup, c'est un petit peu moins pratique. Parce que on peut pas juste en récupérer une, j'ai l'impression. Ça, c'est quoi? Pareil, ça renvoie une liste, hein. Donc si je veux juste par curiosité, donc là j'ai field kind message, ok, kind message, et là j'ai exactement la même chose. Donc lui, ça doit être propre à lui-même, et de ce que j'en déduis, lui, c'est aussi bien de lui-même que de ses descendants. Donc j'imagine que pour des nested group ou ce genre de choses, ça peut être intéressant. Bref, toujours est-il que on ne peut pas simplement afficher le message qu'on veut. Donc là, c'est un add for error of form email errors. Et ça, c'est un petit peu, je trouve ça un petit peu ennuyeux, moi, pour le coup. Ça veut dire que, parce que moi, je sais que ça m'arrivait des fois dans certains formulaires de pas afficher toutes les erreurs en même temps. Bon, c'était comme ça, c'était demandé, hein. Alors, add for, voilà, track, erreur. Je reviens sur ce que je suis en train de dire, hein. Message, voilà. Ça arrivait en fait qu'on affichait les unes après les autres en fait. C'est-à-dire que si tu avais l'erreur champ requis et puis autre chose, en fait, on affichait juste champ requis, on n'affichait pas les autres. Voilà, donc je sais pas trop. Tiens, c'est rigolo que là il me fasse pas auto-complétion. Donc là, si je fais ça, j'ai le message format inattendu. Là, si je fais ça, alors là, il me le met au vert. Waouh! Ça, c'est étonnant. C'est même incroyable. Signal form first name. Alors, pourtant j'ai bien mis ça. Ok. J'ai bien pris les erreurs du champ email. Tac, tac, tac. Alors, on va la jouer autrement. On va faire un form. Pas du tout. Errors. Et on va le faire comme ça, en JSON. Juste pour voir. Voilà. Donc, il n'y a rien. Il ne le considère pas du tout invalide. Il le considère pas du tout invalide. Ça, c'est rigolo. Après, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris ce que fait le validateur email, hein. This function can be called a string pass. Ok. Bon, bah, on dira que c'est l'effet démo du coup. Ah, mais non, bah si, c'est bon, schéma.email, hein, j'invente rien. Alors testons autre chose, quand même. Min length, schéma.email, email trop court. Voilà, testons ça. Voilà, email trop court. C'est dommage, le truc email, le validateur d'email, visiblement, il fait pas grand-chose, hein. Ou alors tout est OK tout le temps. Il est beaucoup trop light. OK. Toujours est-il,
Toujours est-il que c'est rigolo, il m'affiche pas sous format JSON. Je le vois pas là. C'est assez rigolo. Caption, caption. Pourquoi il y a deux fois mon caption? C'est bizarre. C'est moi qui ai une hallucination ou... Ah, c'est un tableau. C'est un tableau. Bah non, en fait, c'est un tableau. Il devrait. Ah, j'ai, j'ai. On va tester ça comme ça. Voilà. Je vais juste mettre sur d'un truc. Voilà. Donc il y a toujours un caption et donc effectivement il faut préciser les messages parce que sinon il n'affiche rien et ce qui est pas déconnant hein, parce que euh, dans l'autre manière c'était nous qui le mettions directement dans le template. Voilà donc ça c'est assez intéressant. Il faut bien penser à mettre ça sinon il se passe rien, on n'affiche rien. Et donc si je fais ça, alors il me met le format invalide quand même. Je pense que ce qui est trompeur, c'est la façon dont je gère le CSS sur les champs. Parce que, effectivement, il n'y a pas d'erreur. C'est marrant, il n'y a plus de classe CSS du coup. Il n'y a plus de classe CSS parce que moi, ce que je faisais en CSS, hein, comme sûrement beaucoup d'entre vous, c'est que moi, je m'appuyais sur les classes NG invalide, par exemple, et NG touch. Sauf que là, on n'a plus rien. Voilà, on n'a plus rien. Alors, à noter quand même, je voudrais juste être sûr. Mais il me semblait que j'avais mis aussi le user invalide et que visiblement il considère qu'il est valide. Voilà, donc je ne sais pas comment ça se gère. Ça veut dire que c'est vraiment à nous de gérer tout ça à la main maintenant. Ça c'est assez étonnant, je trouve. J'imagine que c'est volontaire ou que c'est parce que c'est un premier jet peut-être. Mais donc, de ce que je comprends, c'est à moi, grosso modo, de faire ça. Visiblement, ça marche même pas. Alors, si, il est bien invalide. Mon champ est bien invalide. Ah oui, et touch, pardon. Alors, est-ce qu'on a cette information quelque part? Dirty touch, ok. Donc, ben, donc là, pour le coup, alors je trouve ça hyper intriguant de devoir faire ça à la main. Parce que c'était quand même foncièrement pratique que ce soit déjà mis en place en fait. S'il faut faire ça à chaque fois, alors il y a peut-être un truc. En fait, on arrive au bout de la page, donc j'ai quand même bien l'impression qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Euh, Là, en fait, ils mettent une erreur liste à la suite, donc j'imagine qu'après on peut jouer hein, sur du CSS si la liste elle est présente ou pas, etc., etc. Alors à noter que il y avait ça que moi j'ai pas fait. Donc par exemple, effectivement là, quoi qu'il arrive, j'ai le champ requis parce que je n'ai pas fait mon add if form.email.touch au-dessus. Voilà, c'est un signal. Voilà, alors que ici, voyons voir comment ça rend. Si je fais required, tac, champ requis. Alors, l'aspect liste évite d'avoir à gérer tous ces ifs. Bon, c'est notre façon de voir le monde. Après, il n'y a rien qui empêchera de faire un slice 0 ou 1 pour afficher à chaque fois. On fera ça sur MacInPy pour qu'autre chose. Mais voilà, l'idée, je pense, si on veut faire comme avant, n'afficher qu'une erreur à la fois, ça sera toujours possible, ce sera pas un problème.
Mais je suis en train de penser un petit peu à haute voix. Alors là, c'est rigolo, c'est que du coup, il me le met en erreur. Il me le met en erreur parce que il est invalide et il est touch. Il est invalide et il est touch parce que j'ai pas utilisé ça comme un signal. Et attention, ça, c'est un signal aussi. C'est des signaux partout. Et donc là, effectivement, ici, je l'ai bien champ requis parce que je n'ai pas non plus mis le touch à cet endroit-là. Donc, hop, touch. Voilà. Donc ça, c'est vraiment deux trucs équivalents. Là, j'ai format inattendu, format invalide, email trop court. Alors, je peux retirer du coup l'erreur email trop court. Voilà. Donc là, on est vraiment sur deux codes similaires. À la différence quand même, je tape, j'ai l'erreur qui s'affiche. Ici, elle s'affiche pas. Je dois sortir du champ. Voilà. Donc j'imagine, j'imagine qu'il y a d'autres possibilités. Je ne sais pas. Donc là, c'est schéma or option. Bah, de toute façon, j'ai pas grand-chose là sous la main. Ok. Donc, alors par rapport à ce que je vois sur le reste de la doc, globalement, on va pouvoir comparer ce qui est comparable. Là, c'est toutes les petites méthodes. Donc là, on a par rapport à tout ce qui va être à l'état du champ, est-ce qu'il est valide, touch, dirty, disabled, read-only, pending, errors, etc. Form model, when to use them, form model, creating magic form data with signal, field state management. Alors, regardons un petit peu ça. Donc, creating model. Ok, ok. Est-ce qu'on va vraiment apprendre des trucs? Je ne sais pas. Donc là, c'est toujours sur la création de modèles. Form model should provision value for all fields. Donc on doit toujours mettre les valeurs pour tous les champs. Sachant que ça c'est pas typé, je sais pas comment il peut le deviner, mais enfin, why not? Ok. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est oui, donc ça on l'a vu, ça, c'est dans les deux sens, ça se met à jour. Si on met à jour le modèle, ça met à jour le formulaire, et si on met à jour le formulaire, ça met à jour le modèle. Donc ça c'est plutôt cool. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est parce que là, c'est que si je sors du champ, c'est pas instantané. Donc là, pour le reset, bah, c'est le set du signal, hein, donc pareil, on peut imaginer que probablement plus tard, ils vont. Parce que là, si je regarde, il y a effectivement pas de méthode reset, donc c'est probable que ça arrive dans les versions ultérieures, quelque chose d'un peu plus court que d'avoir à faire ça. Ok, ok, ok. Alors, moi j'ai regardé le sommaire. Flat versus nested model. Donc ça, j'imagine, c'est si on a des objets. Qu'est-ce que ça change? Bah, visiblement, je dirais que c'est pas grand-chose, hein. À part que c'est des filtries. Ça, c'est quoi? C'est un field state. Bon, je vois bien. Ça, c'est un filtri. Ça implique qu'il y a des valeurs en dessous. Alors, model design best practice. Très bien. Voyons voir ça. Alors, initialiser tous les champs. Ça, on a compris. Donc, il faut éviter les initialisations partielles. Keep model focused. Good focused on login. D'accord, faut pas tout mélanger. Bon, très bien. Là, on est sur des bonnes pratiques de bon sens, j'ai l'impression. Consider validation requirements. Ok. D'accord. Plan for initial state. Ok. D'accord, c'est ça les bonnes pratiques. Très bien. Field state management. Définitivement, je vais pas y arriver, hein. Je vais pas avoir ce qui m'intéresse. Validation state, c'est pas ça que je veux. Touch availability. Ah, alors ça, par contre, ça peut m'intéresser de savoir ce que c'est que le hidden, parce que ça, c'est quand même intriguant. Donc, j'imagine que de toute façon, ça, c'est des writable signals. Hop. D'ailleurs,
On peut regarder ça là comme ça. This form. First name. Disable. Ah non, c'est un signal tout court. D'accord. Donc ça veut dire que il doit y avoir un autre moyen de le disable. UI control. Hidden, ça c'est un signal aussi. Ah, c'est vraiment hyper intriguant. Alors on va regarder la doc. Parce que du coup, je ne sais pas. À quoi ça sert? Hidden fields. Whether a field is conditionally hidden, use hidden. Oh, ok. Ah, waouh. Profile form public. Bah non, mais du coup, je comprends pas. Is public. Alors. Ah, ok. On peut le hidden comme ça. Ah, pardon. C'est vraiment une méthode. Ok, d'accord. Donc, c'est une méthode qui va prendre ce truc-là et va se mettre à jour. Ok. Juste pour tester ça, parce que ça m'intrigue un petit peu. Hidden. Si je fais zut, schéma.email, tac. Alors j'ai pas vu, c'est value of, donc c'est d'une potentielle autre propriété. Donc là j'ai quoi? Value field value of. Donc ça c'est un truc statique j'imagine. Value of. Et là je fais value of. Comment il est? Schéma pass is public. Donc là si je fais schéma. Alors mettons que voilà, je veux qu'il y ait une value. euh, value trophy. Voilà. C'est-à-dire je veux qu'il y ait au moins un caractère. Donc, de ce que j'ai compris, ça veut dire que ici, on pourra entre guillemets simplement, alors pas du tout, email, hidden. Si c'est hidden, on l'affiche pas. Donc si je reviens sur ma démo, j'ai pas d'email, j'ai un email. Ça c'est plutôt intéressant. C'est plutôt cool. Enfin, c'est plutôt cool. Enfin, on pourrait le faire ici. Finalement, pour pouvoir faire ça, ça voudrait dire qu'il faudrait avoir quelque chose comme controls. First name. Alors, il n'y a pas de as value, donc ce serait un truc comme ça, quoi. Voilà, avec un gros boolean comme ça là. Alors, il va pas l'aimer du tout que je fasse ça, pardon. Donc ce serait ça l'équivalent. La différence étant que, et ce que je trouve plutôt cool, c'est qu'en fait dans le template, on n'a pas vraiment à savoir pourquoi c'est hidden ou pas hidden, c'est géré à l'extérieur. Ici, c'est propre, ça se tient sur une ligne, donc je trouve ça assez intéressant d'avoir mis ça comme ça. Et du coup, pareil, c'est plutôt cool en fait. Si je comprends, le disabled, c'est pareil, ça va être un truc comme ça. Schéma.email. Et puis là, je vais pouvoir récupérer pareil de la logique. Alors, ça s'appelle logic. Voilà. Donc, si c'est hidden, disable, email, required. Ah, c'est rigolo, c'est pas les mêmes trucs. Alors, attends, je vais aller voir la doc. Ça, c'est assez intéressant. Ah, bah si, c'est pareil. Coquin. C'est pareil, la doc, elle dit, hein. Alors, peut-être parce que, bah si, disabled dans Angular Form Signal. Donc, c'est bien ici. Ah, voilà. Problème de syntaxe. Mettons que là, du coup, je l'active que si. Alors, ça n'a pas du tout de sens, hein, c'est vraiment juste pour tester et jouer avec.
Donc si j'ai ça, mais là il est désactivé théoriquement. Hmm, intéressant. C'est fou ça. Pourquoi du coup? Pourquoi il ne fait rien du coup? Schéma.lastName. Alors on va essayer autre chose. Si c'est route, on disable. Voilà, là c'est disable. Alors c'est rigolo. Point length ne vaut pas 0. Ah zut, j'ai oublié le value of. Value of. Qu'est-ce qu'il aime pas? Because to be intention because they void and numbers. Alors, attends, c'est moi qui n'avais pas compris un truc. Ouais, parce que j'ai une parenthèse en trop. Voilà, donc là, je sais pas pourquoi c'est rigolo, ça marche pas sur. Ok, c'est intriguant, ça, je comprends pas bien. Je comprends pas bien pourquoi ça marche pas. Ça. Alors, c'est pas grave, on va regarder. Console.log. Je vais mettre ça. Donc 61, c'est bien ça. Donc c'est une chaîne vide. C'est une chaîne vide, donc c'est bizarre en fait. C'est bizarre que ça marche pas du coup. Bah voilà, je sais pas trop. C'est intriguant que le disable ne marche pas là-dessus, sur le fait que la lynx, c'est parce que c'est moi qui suis stupide. C'est moi qui ai inversé la condition. Ça doit être disable si ça vaut. Ah là, oui, non mais c'est bon, c'est normal, tout va bien. C'est juste moi qui sais pas coder. Voilà, très bien. Eh ben, ça me paraît plutôt pas mal. Je trouve que ça permet de alléger les templates. C'est plutôt cool. Il y a des trucs intéressants, le hidden, le disable, là, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais supprimer ça, ça. Non, je vais laisser le hidden parce que je l'ai mis de l'autre côté. Je vais juste supprimer le disable du coup. Maintenant, comparons un petit peu ce qui est comparable. Ceci étant, j'ai pas le submit encore. Voir, est-ce qu'il y a un truc spécial pour le submit? Tiens, bah allons voir ça. Si je fais un CTRL F. Non, bah c'est pareil. C'est submit comme ça, ok. Ah oui, c'est submit tout court en fait, pardon. Ok, voilà. Donc là, comme ça, on va avoir une vraie vue comparative. Submit. Là, je l'ai appelé comment? Unsubmit. Alors, ça, je vais pouvoir l'enlever. Là, c'est 10 forme. Ah oui, alors c'est là où c'est rigolo. C'est comment je fais pour savoir si tout mon formulaire est valide. Ça peut être pas mal. Validation. How validation work. Parce que là, c'est-à-dire que je suis obligé de tout faire à la main, quoi. Ça me paraît un petit peu étonnant. Ça me paraît un petit peu étonnant, hein. State form model validation.
Ça doit sûrement être là-dedans quand même. How validation work. Tu définis tes règles, ok. Automatic execution, ok. Ok. Hop. Ça m'explique pas comment je fais pour l'avoir au niveau global, mon état là. Intéressant, intéressant, mais perturbant quand même. Validation error. Comment ça se fait? Hmm. Cross-feed validation. Donc là, bah oui, je me doute. Ok. Alors, next step. Form model guide. Ok, ça m'intéresse pas. Eh bien, ma foi, j'ai le sentiment quand même que... Alors, j'ai pas trouvé, hein, là, dans la doc. Mais en gros, pour avoir un truc équivalent, pour avoir un truc vraiment équivalent, il faudrait quelque chose comme ça. Et puis là, par contre, je peux récupérer le modèle. En termes de nombre de lignes, semble-t-il quand même que pour un petit formulaire, ce soit pas plus court. Voilà. Ça prend à peu près 10 lignes de plus pour faire à peu près la même chose. Euh, Après, à la limite, c'est pas très grave, mais bon, faut voir sur la quantité. Ce que je retiens, globalement, c'est que sur le template, on a moins de code dans les templates. Ça, c'est plutôt cool. On joue plus avec des états et ça, c'est chouette. Ça veut dire que la logique, elle est vraiment, enfin, ça va commencer à être vraiment. Faudra vraiment avoir envie de mettre la logique dans les templates pour en avoir et on pourra leur jeter des cailloux du coup à ces gens-là. Par contre, en l'état, on est obligé de gérer nous-mêmes des classes CSS, voilà. Euh, je comprends la démarche, maintenant je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage parce que bah, ça faisait partie des trucs qu'on n'avait pas à faire et qu'on était bien content de pas avoir à faire. Ça viendra peut-être dans de versions ultérieures, je ne sais pas. Le deuxième point intéressant, c'est que par défaut, on peut pas afficher une seule erreur à la fois. Enfin, en fait, on a une liste, c'est plus un objet. Voilà. Donc, de fait, il faut jouer avec la liste pour afficher ce qu'on veut afficher ou on affiche tout, mais c'est vrai qu'il y a plus cette mécanique-là par rapport à ce qu'on a un code erreur. On ne l'a pas comme ça. Bon, là, c'est pareil, en fait, ça, on n'a pas trouvé. J'ai le sentiment quand même qu'il nous faudrait un detected, un computed. Enfin, j'ai en l'état pas trouvé comment. Ouais, il est disable. Donc, si c'est invalide plutôt, invalide. D'ailleurs, c'est des ou, c'est pas des et. Voilà. 10 form.email.invalide. On s'en fout que ce soit touch ou pas. De toute façon, si ça n'a pas été touch, il est forcément invalide en l'état. Et donc, voilà. Donc, ce qui veut dire que je peux simplifier mon code ici. Mais du coup, je viens de rajouter, je viens de rajouter encore du code pour gérer ça moi-même. Donc là, pour le coup, c'est vraiment disable pareil. Hop, c'est toujours disable. Hop, et là, c'est enable. Alors, c'est enable, alors qu'il, lui, il est requis, et qu'en plus, il y a un truc sur le format. Non, je regrette, je comprends pas. À mon avis, enfin, il y a un truc mystique là. C'est quand même étrange. On est bien d'accord. Ceci étant, il est pas marqué comme invalide. Il est pas marqué comme invalide. J'ai raté un truc. Ça me paraît extrêmement bizarre, tout ça, quand même.
Forme.email. C'est quand même hyper bizarre. Il y a un truc étrange. Alors, je vais enlever le hidden. Parce que peut-être que c'est ça qui perturbe un peu aussi. Ouais. Alors, il y a visiblement un truc avec le hidden, hein. Là, c'est beaucoup mieux. Là, il est bien invalide. Il y a pas de sujet. Par contre, visiblement, quand on était en hidden avec bon, il y avait un couac au niveau de la gestion d'état. Alors, je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas du coup comment ça se gère au niveau de la gestion de l'état. Alors, un champ qui est caché ne contribue pas, d'accord? Alors, j'entends bien, mais du coup, j'ai quand même l'impression que ça se met pas très bien à jour quand il est plus hidden. Bon, ça c'est une petite note. Peut-être que c'est pas encore 100% opérationnel. Je sais pas, ou il y avait une subtilité que j'ai pas vue. Mais bon, en tout cas, là, ça marche bien. On a bien nos erreurs. Donc, des nouveautés, puisque on peut cacher, etc. La logique est complètement extraite des templates, et ça je sais, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vraiment je trouve ça très bien. Hum, Il n'y a plus la notion de forme groupe global, de formulaire global. Donc j'ai vu, hein, il y a la notion de nested du coup avec les objets. Donc j'ai quand même l'impression fill state, form model. Alors c'était où? Flat versus nested model. Tac, tac, tac. Bon, bah, ça a pas l'air de changer grand-chose, hein. C'est juste qu'on va chercher plus loin dans l'arbre, tout en sachant que on a vu qu'il y avait des erreurs resume. Vas-y, mets-moi complétion. Erreur summary, pardon, qui permet de regrouper de son champ et de ses descendants. Donc il y a quand même le lien qui va se faire au niveau de la validation. Donc ça c'est plutôt cool. Euh, voilà. Donc intéressant. Je pense que c'est une première ébauche, mais enfin, je trouve ça intriguant. Le coup du Hayden, là, j'avoue que j'ai pas compris. Je suis un peu encore, je suis désolé, je suis encore bloqué un peu là-dessus. Je trouve ça cool enfin, que le modèle et le form du coup soient interconnectés comme ça, ce qui veut dire que voilà, on n'a plus à faire le point get row value, on peut directement récupérer le contact model. C'est plutôt cool. Au niveau de la syntaxe et de la DX, je trouve ça très intéressant. Je pense que ce sera assez limpide de s'en servir. Euh, voilà, donc bon, c'était une approche de surface sur les signal forms. Moi, ce que je voulais savoir, c'était un petit peu quelle effort ça demandait par rapport à un reactive form. Dans la réalité, je trouve que ça demande pas beaucoup plus d'efforts. Les tempêtes sont allégées. Moi, j'avoue que c'est plutôt là-dessus que je vais partir comme conclusion. Je trouve ça cool. Je trouve que ce que les tempêtes, c'est quand même souvent des fourre-tout. Et voilà, je trouve que là, ça permet de l'alléger. Alors, au niveau de la logique, même si du coup, je suis perplexe sur le fait de devoir rajouter ces trucs-là à la main. Voilà, je ne sais pas si ce sera une prochaine évolution ou pas, mais bon, on peut l'espérer. Ce serait dommage d'avoir moins bien que ce qu'on a déjà actuellement, donc probable que ce soit dans les next steps. Voilà, ce sera tout pour les signal forms pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas, pose-les, j'essaierai d'y répondre. Voilà, et à bientôt ici ou sur les AngularKit.